Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce mercredi matin pour le 3e Facebook Live consacré à la franchise. Et aujourd'hui sur le plateau, nous allons, rentrer dans le dur parce qu'on va accueillir des franchisés. Après vous avoir expliqué ce que c'était que la franchise, après avoir décrypté un peu les étapes clés de l'étude de marché, du business plan et du financement. Maintenant, place au témoignage et on va accueillir sur ce plateau pendant 3/4 d'heure 3 franchisés de secteurs différents, avec des histoires différentes, des expériences différentes qui vont venir témoigner de leur parcours. Je suis ravie donc de les accueillir. Nous allons les interviewer un par un. Distanciation sociale oblige, et je vais d'abord accueillir Yannick Amar qui est franchisé Tom & Co, et je lui demande de bien vouloir me rejoindre. Bonjour. Bonjour Yannick, merci d'être venu d'assez loin d'ailleurs, oui, puisque vous venez du nord de la France, de Boulogne. Oui, Boulogne-sur-Mer. Ok. Quel était votre parcours professionnel avant de vous lancer dans la franchise? Qu'est-ce que vous avez fait avant? En fait, j'ai fait 25 ans dans des multinationales et principalement 15 ans chez L'Oréal. D'accord. Et vous avez occupé différentes fonctions? Oui, tout à fait. J'ai été représentant, chef de vente, j'ai gravi différents échelons pour terminer à la stratégie au niveau du digital. D'accord, donc une expérience assez large finalement, à la fois commerciale mais aussi de formation, oui, et de digital. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Parce que L'Oréal c'est une belle maison, on a peut-être envie d'y rester, on gagne bien sa vie j'imagine aussi. Qu'est-ce qui a fait le déclic alors? En fait, j'ai toujours été passionné d'animaux et en parallèle de ma carrière, j'ai toujours fait des expositions de beauté et de travail avec des chiens que j'avais. Donc j'ai même eu mon élevage en parallèle de ma carrière. Et puis dès que j'ai eu l'âge de 30 ans, je m'étais déjà dit, quand j'aurai 45 ans, je m'étais fixé un objectif que je monterais ma boîte en fait. Okay. Que j'ouvrirais potentiellement mon animalerie ou mon magasin autour du monde animalier. Animalier parce que c'était votre passion. Exactement. Okay. Et le déclic, pourquoi maintenant? Pourquoi vous y êtes passé là? En fait, je pense que c'est une histoire de concordance des temps. C'est à un moment donné, on est prêt psychologiquement à quitter un poste qui est hyper confortable de cadre supérieur, avec, on va pas parler de nombre de mois de salaire, de participation et d'intéressement, parce que là, on va faire des envieux. Mais du coup, c'est très confortable. Donc, c'est être capable de sortir de sa zone de confort et puis de tout redémarrer à zéro et partir d'une rémunération, partir à zéro et puis tout redémarrer à zéro. Avec sa famille, avec sa femme, ses enfants. Ok. Projet de vie, à nouveau, deuxième projet de vie, tourné vers l'entrepreneuriat. L'animalerie parce que c'était votre passion. Oui. Décrivez alors pourquoi Tom & Co. Donc vous avez regardé dans ce domaine-là ce qui existait, les enseignes qui existaient. J'ai fait le tour en fait de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest. J'ai regardé les différentes enseignes internationales et beaucoup d'enseignes aussi nationales qui sont ancrées dans les régions, pour voir un peu ce qu'ils pouvaient apporter en termes d'expertise, en termes de savoir-faire, et puis de pouvoir justement savoir où moi je voulais aller par rapport à ce que je voulais faire du reste de ma vie, entre guillemets. Et l'enseigne qui plus c'est Tom & Co. Rejoint 2 ans maintenant. Tom & Co, en quoi consiste le concept? Donc en fait, Tom & Co c'est un international, c'est une enseigne qui est en Belgique et en France, il y a 42 à laquelle on est en train de parler. C'est anciennement le groupe Deleuze, donc qui est hyper connu à l'international, très très puissant au niveau de un très gros groupe. Donc il y a Thierry de la boîte, qui est un monsieur qui est assez avant-gardiste, qui regarde les choses avec une vision assez stratégique. Et au début, quand on a commencé à discuter ensemble, on s'est rejoint sur 2-3 sujets, et du coup c'est pour ça que je suis venu chez Tom & Co. Et au niveau du concept, en fait c'est un concept de service. Donc en fait, dans chaque magasin, on a un salon de toilettage, on a une station de lavage pour accueillir les chiens. On a des univers accessoires, alimentaires, non alimentaires, et on fait la livraison à domicile. On a fait le premier drive animalier à Calais. Donc, pour la petite histoire, on a la revue Pet
Pet World One qui est venu, les Américains sont venus à Calais pour voir le concept drive animalier, donc c'était assez surprenant. Ouais. Et donc effectivement, ce que vous dites là, ça veut dire que cette enseigne vous laisse l'opportunité, la liberté de proposer des choses, d'être force de proposition. Là, vous me parliez du drive animalier, qui est quelque chose qui n'existait pas. Non, il n'y avait pas de drive animalier chez Tom & Co. Et il n'y avait que des drives, on va dire, classiques, mais pour les circuits de distribution, type grande distribution, etc. Mais en animalerie, il n'y avait rien du tout. Mais qu'est-ce que ça change par rapport à des produits alimentaires pour les animaux? Oui. Donc ça veut dire que les gens commandent sur Internet et viennent le chercher chez vous? Au début, on l'a fait, c'est-à-dire que en place un Facebook, j'ai mis en place Messenger et on a commencé à prendre les premiers commandes directement sur Messenger et sur Facebook en mode très interactif. Et on bloquait le devant le magasin avec une borne un peu à la McDo, hein. Jusque-là on n'a rien inventé. Et du coup les clients se sont dit c'est un super service, je sors du travail à 7h, je peux venir chercher aussi mon sac de croquettes et puis un sac de croquettes ça pèse entre 10 et 15 kilos. Donc c'est aussi un service demandé aux personnes âgées et puis aussi qui portait un 10-15 euros sortie de travail. La journée passée c'était un peu compliqué. Donc on a vraiment apporté quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui sur le marché. Ok. Et là c'est vous qui l'avez un peu initié. Et puis est-ce que ça veut dire derrière que le franchiseur donc, vous a laissé la liberté de le tester finalement? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui il y a d'autres franchisés qui vous copient entre guillemets? En fait ça a été un test qui a été hyper intéressant pour tout le monde. Du coup ça a été dupliqué par plein de magasins et c'est ça où en fait l'enseigne elle est hyper intéressante parce que ils sont ouverts à tout et ça tombe bien parce qu'ils avaient un candidat en phase 2 qui est fermier. Donc on peut tout tester, on peut tout faire, tout proposer, amener des dossiers puis les défendre. Alors c'est pas pour autant qu'on est ok sur tous les sujets, hein, mais il y a des fois on peut proposer plein de choses. À Boulogne-sur-Mer, on vient de lancer l'eau de mer. C'est ce que je voulais vous dire. Vous m'aviez dit dans notre premier contact que vous aviez aussi innové. Alors expliquez-nous ce que c'est ça, ce service en fait, eau de mer. On a l'aquariophilie, on a 3 univers, donc l'eau froide pour les poissons rouges classiques en fait, les petits poissons que les particuliers peuvent avoir chez eux. Après on a l'eau douce, donc là il faut un niveau un peu plus expert pour avoir de l'eau douce. Et l'eau de mer, on va dire que c'est un peu plus pour une élite, pour des gens ultra passionnés. Et puis après, en termes de budget, c'est pas du tout la même chose. Donc on a fait le premier magasin en Europe où on lançait l'eau de mer avec un concept global, avec des coraux. Et comme au niveau local, on est à côté de Nausicaa, on est en train de travailler aussi en partenariat avec eux pour développer des boutures de coraux, essayer d'avancer sur des valeurs communes comme par exemple pas polluer la mer, passer des messages aussi assez écolos entre guillemets. D'accord, ok. Donc là on est vraiment dans l'innovation et ce que l'enseigne accepte et même est contente finalement d'avoir quelqu'un comme vous qui cherche et qui propose de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions. Donc pour vous, quand vous vous êtes dit je vais lancer mon entreprise autour de l'animalerie, là, vous avez sans doute fait la part des choses entre je me lance seul ou je me lance sous enseigne. Qu'est-ce qui a fait la balance en fait? Qu'est-ce qui a fait peser la balance vers l'enseigne? Au début, je me suis dit, comme dans un mariage, en fait, c'est qu'est-ce qu'elle peut m'apporter et qu'est-ce qu'avec beaucoup d'humilité, je peux leur apporter. Et j'ai fait la feuille basique, la colonne de gauche avec les moins et la colonne de droite avec les plus. Et quand j'ai réfléchi franchise, je me suis dit, il y a plus d'avantages que d'inconvénients que partir dans une aventure tout seul. Alors ok, il y avait mon expérience professionnelle, mais je pense qu'en soi, ça n'aurait pas été suffisant. Parce que quand on se lance sur des marchés comme ça, ok, on a beau être passionné, mais partir de la passion à transformer l'essai, tout plaquer, investir de l'argent, s'endetter, parce qu'il faut aussi le dire, là, moi, à l'heure à laquelle je vous parle, je ne me fais pas de salaire, mais il y a une stratégie derrière. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça. Et c'est une conséquence pour la famille, pour les personnes que vous embauchez. Moi, c'est ce que j'ai encore dit la semaine dernière à une candidate. Je ne vous embauche pas pour partir dans 6 mois. J'ai une stratégie derrière. Donc, il y a un vrai développement et je ne veux pas vendre du rêve aux gens. Et voilà pourquoi. Ok. Donc, la franchise, c'est un peu imposé
Oui. Et ça faisait partie d'une stratégie raisonnée, on va dire, Raisonnée et prudente finalement, prudente. sécurisante dans l'investissement que Oui. vous alliez faire. Vous m'avez dit aussi, parce que forcément, c'est bien de dire que la franchise a plein d'avantages, mais il y a aussi forcément des inconvénients ou des exigences de respect de concept. Vous m'avez dit quelque chose que j'avais noté, vous m'avez dit, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec le franchiseur, mais finalement, je choisis mes combats. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ben, parce qu'en fait, c'est soit on. Je vais prendre un exemple concret, et c'est un ancien patron du L'Oréal qui me disait tout le temps. Il dit quand tu es franchisé McDo, tu as du Coca-Cola, tu n'as pas de Pepsi. Et ben là, c'est pareil. Donc il y a un respect du franchiseur dans sa politique. Et à un moment donné, on n'est pas le dissident à l'intérieur de l'enseigne. Bah, sinon, On y vient. ou on n'y va pas, Voilà. et on se pose les bonnes questions. Si c'est pour faire différent à l'intérieur d'un concept, il ne faut pas venir dans le concept en fait. Donc c'est la colonne de gauche et la colonne de droite, les plus, les moins. Il faut faire des choix en fait. Et choisir, c'est renoncer. Donc, D'où l'importance de bien se documenter, bien réfléchir, bien s'informer, rencontrer les franchisés pour être sûr, faire le tour. Le sujet, c'est aussi pour quel budget, pour tout budget. Oui. Ça vous a coûté l'implantation d'un Tom & Co? Moi, concrètement, le premier magasin, j'ai investi 100 000 €. Et le deuxième magasin, je suis pas loin des 100 000 €. D'accord. Voilà. Investissement total? Non. En fait, c'est mes fonds propres que j'ai. Ça, c'est votre rapport personnel. Sinon, au total, on est sur un budget, en fonction de la taille des magasins, entre 400 et 500 000 €. D'accord. Voilà. Okay. C'est déjà assez. Stock, etc. C'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Avec 100 000 € personnels. Ouais, minimum, en fait. Vous pouvez faire moins, hein. Mais après, en termes de visibilité, de développement, de fonctionnement, d'investissement, c'est pour se retrouver à la gorge, c'est pas très juste. Je pense qu'il faut avoir un minimum de trésorerie. Voilà. Ok. Mais écoutez, là, vous m'avez ouvert le premier, c'est ça? Vous venez d'ouvrir un deuxième à Boulogne. Saint-Martin-Boulogne. Excusez-moi. Donc voilà, c'est le début encore d'un autre développement à venir. Objectif, en tout cas, votre stratégie. En fait, il y a un plan de développement régional qui a été négocié avec l'enseigne. Et du coup, il y aura des autres ouvertures. Ok, voilà. Super, très bien. Merci Yannick. Merci. Peut-être à tout à l'heure, il y aura peut-être des questions de nos internautes. Et puis, merci à vous. Je vais accueillir maintenant Clarence. Bonjour Clarence. Clarence, oui, vous êtes franchisé les menus services. Oui, on change complètement d'univers et de domaine. Même si les gens vous visitez ont peut-être des animaux à soigner, mais c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. Alors expliquez-nous un peu. Là, on est orienté plutôt vers les seniors. Et on fait du portage de repas à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Ok. Voilà. On les accompagne au quotidien pour qu'ils aient des repas frais et au quotidien. Ok. Donc ça veut dire que vous ne vous occupez que des repas, que on propose d'autres services, parce qu'on est dans une offre de services, donc on peut proposer d'autres services, du ménage, du bricolage, livraison de courses, les menus services, donc plein de petits services pour améliorer leur quotidien. D'accord, mais au départ c'était quand même le portage de repas. Le principal c'est le portage de repas. Ok, votre service principal c'est celui-là. Est-ce que ce sont des repas que vous confectionnez, enfin vous cuisinez? Alors on a des diététiciennes qui préparent les menus à l'avance et on a fédéré une cuisine dans chaque région qui compose nos menus et on est livré toutes les nuits dans nos chambres froides pour pouvoir le matin confectionner nos plateaux repas entre guillemets pour aller les livrer chez les personnes âgées de notre secteur. On a chacun notre zone définie. Ok, vous avez une zone géographique exclusive. Vous êtes sur quel secteur alors? Sur Vaille-la-Maison, dans le 92 et un peu sur le 78. D'accord, ok. Vous êtes franchisé depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans, donc vous êtes récente dans le secteur. Vous venez d'arriver ou presque en tout cas. Vous faisiez quoi avant alors? Avant, je travaillais dans la banque, donc j'accompagnais plutôt les porteurs de projets dans la banque. Donc j'ai fait beaucoup de chargé d'affaires professionnels, chargé d'affaires entrepreneurs, et j'ai fini en banque privée. D'accord, ok. Dans une grande banque française. Bien connue sur la place, comme on dit. Ok, alors pourquoi vous en aviez marre d'accompagner, vous vouliez vous-même vous lancer? Oui, ça faisait longtemps que je voulais me lancer. Après, j'ai quand même eu 3 enfants, donc il fallait les élever. Mon mari s'était installé à son compte. Donc on a attendu que tout ça tourne. Et une fois que les enfants étaient autonomes, il était temps de
de me lancer. Ouais. Mon mari était totalement à côté de moi, donc c'était bien. Et donc j'ai fait le tour des franchises qui existaient. Mon projet c'était quand même le repas, tout ce qui tournait autour du repas. Ah oui, et pourquoi ça, comme ça Oui, je pense que j'aime bien manger peut-être. Et j'ai rencontré les menus services. Et là il n'y a pas eu trop de doute, c'était au salon de la franchise, donc j'ai pas eu beaucoup de doutes sur... D'accord, vous êtes venu au salon, qui malheureusement cette année n'a pas lieu, mais qui est reporté à l'année prochaine. Qui est un peu transformé, on en parlera à la fin, par Franchise Expo Online de la semaine prochaine. Donc vous vous êtes rendu au salon, vous avez regardé ce qui se faisait dans les services à la personne. Tout à fait. Et là, ça permettait justement, il n'y avait pas trop de personnel à gérer, parce qu'il y a aussi tous les aspects derrière, aussi le quotidien, de quoi il est constitué. Et ça répondait mieux à ma vie du moment. D'accord, ok. En combien de temps est-ce que le projet s'est mis en place? Un an, on va dire. Un an quand même. Mon employeur, ouais. c'est pas facile non plus. Définir le projet, avancer avec les franchiseurs, obtenir les financements. Et le budget global pour la franchise des menus services, c'est à peu près 100 000 €. Mais moi, j'étais un peu plus élevée puisque je rachetais sur la zone, il y avait déjà des bénéficiaires. Donc j'ai racheté ces bénéficiaires, ce qui m'a permis de partir avec un chiffre d'affaires pas à zéro, mais déjà... D'accord, alors quand vous parlez de bénéficiaires, ça veut dire quoi? Ce sont les personnes âgées que nous livrons. D'accord, parce qu'il y avait déjà une agence oui, non, la zone était déjà livrée par le franchiseur. D'accord, directement par le franchiseur. Oui. Donc il m'a revendu sa clientèle. Donc il y avait un peu de clientèle et donc ça vous a permis d'avancer directement et d'embaucher tout de suite. D'accord, combien de salariés alors aujourd'hui? 3. 3. Ok, parce que vous êtes aussi active, opérationnelle, vous portez des repas vous-même? Oui, bien sûr. C'est important de garder le contact avec ces bénéficiaires, ils sont contents de nous voir et ça permet d'avoir un échange un peu plus approfondi avec eux. D'accord. Puis voir s'il y a des problèmes, parce que le livreur ne voit pas tout. Oui, parce qu'on est aussi un gage pour les personnes, les enfants de ces bénéficiaires, c'est important de savoir que quelqu'un passe chez eux tous les 2 jours, donc il y a quelqu'un qui va les voir et qui a une présence humaine assez régulière. Pour vérifier que les repas sont bien mangés, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas ça. Il y a des situations pas simples. Ça, c'est sûr que j'avais pas envisagé ça auparavant. Les personnes âgées, c'est pas ça. Mais bon, après, on se sent très utile. Donc après, c'est ce que je recherchais aussi en changeant. Après 22 ans de banque, j'avais peut-être besoin de donner du sens à ma vie. Là, avec le coronavirus, en plus, j'ai encore plus donné du sens à ma vie. Oui, j'imagine que ça a été un moment, j'allais dire, assez privilégié, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas un peu particulier. Une parenthèse très particulière. On espère qu'on ne va pas retourner dans le confinement, mais c'est sûr que nous, on a énormément travaillé à ce moment-là. C'est malheureusement le bonheur des uns qui a fait le malheur des autres, mais c'est un peu ça, mais on avait besoin de vous, d'autant plus. Oui, tout à fait. On a fait beaucoup appel à nous et on était présents. Le franchiseur a aussi joué son rôle parce qu'il nous a permis de négocier avec les cuisines pour qu'on puisse avoir plus de repas. Donc être toute seule dans ces cas-là, c'est une situation à mon avis qui est un peu compliquée. Alors que d'être plusieurs, ça permet d'avancer un peu mieux. Donc là, vous avez touché du doigt, j'allais dire, encore un peu plus l'avantage d'être franchisé parce que pour accompagner, vous avez accompagné beaucoup de créateurs d'entreprises, si je comprends bien. J'imagine que vous les avez conseillés à partir seuls, ou peut-être en franchise, ou peut-être que partir seul, je sais pas. Alors nous, banquiers, je pense qu'on préfère quand même la franchise. Ça permet d'avoir une visibilité un peu plus claire de ce qui va se passer, parce qu'on a d'autres exemples de chiffre d'affaires et tout. Le concept est déjà approuvé, il est déjà validé. On a une visibilité un peu plus claire que quelqu'un qui vient avec un projet sans avoir une vision. Souvent les dossiers sont bien cadrés, mais c'est vrai que c'est encore un peu plus cadré quand c'est une franchise parce qu'il y a le franchiseur derrière qui a bien mis un cadre dessus. Ouais, surtout si vous n'êtes pas du secteur d'activité. Oui, en plus, pour un changement de vie, c'est indispensable. Une vraie reconversion professionnelle, c'est quand même un peu compliqué. Donc pour vous, la franchise n'a pas fait de doute au départ, au moment où vous avez commencé à... Non, quand j'ai commencé à chercher, j'avais réfléchi d'abord toute seule. Je me suis très vite rendu compte que non, c'était mieux la franchise. D'accord. Est-ce que vous avez des velléités à ouvrir d'autres agences ou d'autres... Alors la zone est assez restreinte dans la région parisienne, mais il faudrait que je rapide chez mes voisins, mais bon, pour l'instant c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité, vous avez déjà commencé. Oui, déjà je vais bien développer correctement. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui était important, enfin si vous deviez pointer des choses qui, on a parlé du soutien de votre franchiseur pendant cette période de confinement par exemple, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent nous on est des petites zones, et par exemple sur Paris on est des franchisés, on se connaît, on s'échange des
savoir-faire. Donc ça nous permet d'être seul, mais pas complètement seul, parce qu'on peut échanger de façon régulière sur les bonnes pratiques des uns, les coups durs des autres. Donc ça permet de ne pas se retrouver seul face à son agence. Et donc l'échange est quand même sympathique. Vous avez eu combien de temps de formation J'ai eu 2 semaines de formation. D'accord. Bon, après, c'est le terrain qui fait que. Puis je pense qu'on est tous commerciaux dans l'âme quand on est pris, donc après, c'est notre expérience qui joue aussi. La formation, il n'y a pas besoin de beaucoup de formation, mais bon. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Non, c'est pas très technique. D'accord, ok, oui, parce que dans certains réseaux, bon, je ne vais pas poser la question à Yannick, mais j'aurais pu la poser, c'est parfois plus. Technique. Là, c'est pas très technique, et donc il n'y a pas besoin d'une formation. On peut dire de tout domaine. Vous avez un animateur de réseau, vous avez une animatrice, quelqu'un qui vient nous voir régulièrement et qui nous dit, nous aiguille un petit peu sur le développement, surtout en cette période un peu compliquée où on ne peut pas forcément. Nous, nos prescripteurs, c'est les hôpitaux. On ne va pas aller dans les hôpitaux en cette période un peu compliquée où ils sont déjà surchargés. Donc, c'est trouver des ficelles ensemble, comment aller chercher nos nouveaux bénéficiaires, gonfler notre activité, etc., continuer. Parce qu'en plus, il faut renouveler tout le temps notre nombre de clients pour pouvoir maintenir notre chiffre d'affaires. Oui, c'est sûr, parce que malheureusement, les personnes âgées. Mais bon, en même temps, là, on a constaté que laisser nos personnes âgées à leur domicile a permis qu'ils ne tombent pas malades, ils sont restés chez eux, même si c'était très seul, c'était plutôt positif. Okay. Vous avez dit, vous avez cité le chiffre de 100 000 € pour l'ouverture d'une agence, c'est ça? Tout à fait, c'est à peu près le budget de vente. Ok. Un affaire personnel de quel ordre? 40 000 € à peu près. D'accord, ok. Donc on voit tout de suite qu'il y a une différence entre ce que Yannick annonce, puisque mais après, 45 000, on a peut-être moins d'achats, pas de stock. Ouais. Nous, on n'a pas de stock, donc déjà, ça fait une grosse différence. Juste une chambre froide à acheter, un véhicule et des locaux à louer. Donc, oui, qui ne sont pas des emplacements numéro 1, non, on n'est pas obligé d'être dans une zone, enfin, c'est mieux d'être bien placé, mais bon, c'est pour ça que le budget est peut-être un petit peu moins élevé, puis on n'achète rien. C'est le franchiseur qui s'organise avec les cuisines, donc nous, on n'a pas de stock, on n'avance pas. Oui, vous avez le stock que vous vendez en fait. Voilà, vous avez sûr de vendre. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, c'est ça? Est-ce que vous vivez votre activité? Je viens de salarié, ça y est. Ça y est, c'est parti. Ça y est, top, je vais pas aller mirobolant pour l'instant, mais c'est bien. Non, c'était le but, au bout de 2 ans, de pouvoir se salarier, et c'est atteint. Ok. Donc, c'était. Vous êtes dans les 3 salariés, donc je suis contente, je ne suis pas toute seule face à. Donc on peut partager, donc c'est bien. Ouais, ok. Donc ça c'est plutôt positif. Tout va dans la ligne. Pour l'instant, je suis là, tout va bien. Vous êtes tellement content que vous êtes devenue administratrice de la FFF récemment. C'est que je m'ennuyais. Déjà en plus. C'était quoi l'objectif? C'était de connaître un petit peu les autres franchises qui existent, de savoir comment fonctionne justement la fédération de la franchise et voir un peu d'échanger avec d'autres réseaux de franchises pour voir comment ils fonctionnent aussi. Ça donne aussi des idées peut-être pour d'autres activités par la suite. Est-ce que, comme chez Tom & Co, vous pouvez être force de proposition dans le réseau? Oui, il y en a qui. Alors, moi, je suis encore pas trop légitime pour être force de proposition, mais il y en a qui sont force de proposition ou qui disent qu'est-ce qu'on peut faire, améliorer, etc. Là, on envisage de créer une gamme haut de gamme, pour que les gourmets, on va dire, un peu plus onéreuse. Donc, ça nous permet, nous, de proposer des types de menus un peu plus haut de gamme. Le packaging, comment la livraison peut se faire, etc. Si on peut, bien entendu, être force de proposition. Donc, pour ceux qui sont à l'écoute. Puis on est une petite franchise, on n'est que 100 agences. Donc ça permet ça reste une petite franchise. Enfin, je ne sais pas comment sont les autres franchises, justement, je l'ai découvert, mais c'est pas une énorme franchise. On se connaît, on voit à peu près qui. Oui, c'est ça. Vous connaissez encore. La tête de raison, on la connaît très bien. D'accord. Et au-delà des contacts que vous avez avec vos franchisés, bon, maintenant la période est un petit peu particulière, on le sait tous, mais il y a des conventions nationales. Oui, tous les ans. Elle aurait dû avoir lieu ce mois-ci, mais bon, elle n'a pas lieu. Oui, ça permet de rencontrer les nouveaux franchisés, les plus anciens qui ont pléthore d'agences et d'échanger sur leurs bonnes pratiques à chacun. D'accord, ok. Donc, une franchisée heureuse, du coup. Oui, a priori, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bon, on continue. Parfait. Merci. Merci Clarence. Voilà un deuxième témoignage, complètement différent dans un secteur différent comme vous l'avez pu le constater. Et puis là, je vais appeler notre 3e franchisé qui est José du réseau Tel Arte. Alors là,
on mange encore, c'est du repas, mais c'est pas la même chose. C'est de la pizza, un secteur qui fonctionne. Tout à fait, la pizza est intemporelle. C'est vrai, il paraît. C'est un produit phare. C'est un produit phare, ouais. Et qui, avec la France, un peu comme le burger, avec des scores inégalés quant à la part de marché de la pizza dans la consommation des Français. Exactement, donc la pasta, la pizza qui permet également de faire des produits à emporter, qu'on peut emporter et réchauffer chez soi. Non, c'est un produit que j'aime bien et donc voilà pourquoi j'ai arrêté aussi. Ok, bon, ben racontez-nous un peu votre parcours à vous. D'où est-ce que vous venez? Alors, j'ai commencé chez McDo pendant 20 ans. Bonne école, exactement. Très et puis des très belles histoires également. Et puis à 40 ans, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reste encore 20 ans chez McDo, ou est-ce que j'essaie de me lancer? Un peu entrepreneur, j'ai regardé un petit peu ce qui existait comme concept. Et puis, j'ai été au salon de la franchise. Aussi. Voilà, exactement. J'ai regardé plusieurs types de franchise. J'ai regardé un peu tout ce qui était fleurs, tout ce qui était restauration et restauration, je connaissais par le biais de McDo. Et puis mes parents étaient restaurateurs, donc j'ai connu un petit peu ce domaine-là pendant un an. Ok. Et donc vous vous êtes orienté vers la restauration du coup. Vous aviez un objectif aussi un peu stratégique. Vous m'expliquiez que bon voilà, vous aviez envie et de vous développer, d'être en capacité d'avoir plusieurs sites. Je cherchais une enseigne qui était déjà bien implantée, ce qui était le cas de Delarté avec également le groupe Le Duf, qui avait déjà toute sa notoriété et déjà bien en place. Je voulais également une franchise qui me permette de grandir, d'avoir plusieurs restaurants. Et puis je voulais aussi une franchise qui soit plutôt en région parisienne parce que j'étais un peu tributaire de cette région. J'ai un fils qui est malentendant, qui a été implanté, qui a dû être suivi pendant quelques années. Donc je voulais vraiment rester dans la zone. Et j'ai regardé un petit peu ce qui existait. Et puis Delarté, j'ai contacté, m'a permis de faire des journées, 3 jours chez un franchisé. J'étais complètement convaincu parce que là j'ai participé au service. Et là j'avais les yeux qui brillaient et j'ai dit moi c'est ce que je veux faire. C'est ça, moi je veux faire ça. Ok, donc vous avez fait un peu le vie-ma-vie de franchisé pendant quelques jours pour vous convaincre que vous faisiez le bon choix. Exactement, c'est important de voir un petit peu ce que font vos futurs collègues. Est-ce que c'est quelque chose qui va m'attirer, quelque chose où je me vois grandir quelques années? Et puis le contact client que je connaissais, c'est quelque chose que j'aimais bien, que je n'avais pas pendant les 20 ans chez McDo. Le management que j'avais pratiqué chez McDo, où j'avais une équipe de 13 personnes, c'était également un restaurant où on est entre 12 et 15 ou 20 personnes, des temps partiels, des temps pleins, faire grandir des gens. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai des gens qui ont commencé comme plongeurs et qui sont aujourd'hui pizzaïolo ou seconde cuisine, des gens qui étaient simples serveurs et qu'on a fait grandir par le biais de formation ou autres et qui sont aujourd'hui adjoints dans un restaurant. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour vous. Exactement. Et donc, avec Delarté, on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire aussi. Une enseigne qui est déjà bien en place et qui a plusieurs années d'existence. On a deux choix. Soit on ouvre un restaurant, on le crée, ou soit on reprend un restaurant. Donc, j'ai eu l'occasion de reprendre un restaurant à Montalévis, à Buchelet. Ça, c'était votre premier? Exactement, le premier restaurant. Et exactement. Donc là, avantage et inconvénient, c'est qu'on a déjà un chiffre d'affaires. Comme ma collègue qui nous permet déjà de lancer, d'aller voir les banquiers. Comme ça, il faut aussi rassurer nos banquiers et qui vous accompagnent. Et puis tout de suite, on est dans le bain, donc c'est remonter et voir comment on peut faire évoluer le chiffre d'affaires et aussi faire grandir ses équipes. Et puis après, il y a l'autre partie qui est, là, on va prendre un site. Alors là, il y a un terrain, il y a un champ. Et puis, il faut qu'on ait la vision d'un restaurant qui va pouvoir grandir. Donc là, c'est quoi? C'est voir l'architecte qui nous est conseillé par le groupe. À aucun moment on est lâché dans la nature. C'est pour ça aussi que je cherchais une enseigne qui est déjà bien en place avec des conseillers, on pourra en parler peut-être après, mais vraiment une enseigne qui vous accompagne avec le choix des fournisseurs. Moi, je n'ai jamais construit de restaurant, donc c'est vraiment être bien accompagné, ça c'est primordial. Ok, et là vous avez trouvé ça chez Delarté sans problème. Exactement. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, dans le nord-ouest parisien, vous avez 5 restaurants, à la fois donc reprise et création, et vous envisagez une 6e ouverture en 2021, si tout se passe bien. Voilà, c'est un restaurant qu'on aurait dû ouvrir bien avant, qui est à Nanterre Préfecture, Delarté qui va être juste à côté de l'université. C'est un site sur lequel on travaille déjà depuis 1 an et demi, et donc là, ça va être de former des gens dans les autres restaurants pour pouvoir m'accompagner sur ce site. Et puis voilà, donc la passion
est là, et puis contact client aussi, parce que comme une enseigne comme Dialarté, aujourd'hui on a également tout ce qui est dans le monde, et on a un extranet qui nous permet de passer des annonces. On a également une partie marketing, parce que je fais partie de la commission marketing. On est élu par nos pairs et on se réunit à 7, 8, 4-5 fois par an. Et là, on parle de stratégie, on essaie de voir un peu ce qu'on peut développer à la marque, parce qu'on a quand même une expérience de 200 restaurants, et voir ce qu'on peut faire. Comment vous pouvez faire évoluer, un peu comme on le disait tout à l'heure. Donc vous gérez combien de personnes aujourd'hui? 90. 90, donc c'est pas neutre quand même, effectivement, des compétences de management, il faut en avoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, vos parents étaient restaurateurs, donc vous avez vu la difficulté d'être restaurateur seul, indépendant, on va dire classique. Est-ce que la franchise, ça soulage alors d'une partie du poids de l'indépendance pure finalement? C'est ça qui vous a aussi orienté vers la franchise? Mes parents, le matin, se levaient pour aller à Rungis ou à Métro faire les courses, faire ses menus. Je ne suis pas sûr que mon père regardait un petit peu toute la stratégie, en tout cas les prix de vente, savoir quelle était la rentabilité d'un repas. Il se levait tôt, tard, il devait s'occuper de tout. Et pourquoi la franchise? Justement, c'est un domaine qui vous permet d'avoir une structure, tout ce qui va être logistique en fait, avec un outil qui vous permet de commander vos besoins de matières premières, ne pas avoir à faire la carte régulièrement, ne pas avoir à faire mes courses, En fait, je voulais vraiment me consacrer dans ce domaine qui est la restauration avec mes équipes pour essayer de performer, puis d'aller de servir mes clients et puis de leur faire plaisir. Ouais, donc finalement, on retient être en capacité de faire mon management correctement et puis d'être à l'écoute de mes clients et de faire du commerce. En fait. Exactement, et de s'accompagner. Et Delarte a également une structure avec des conseillers franchises qui vous voient régulièrement, avec lesquels on fait également des réunions régionales. Là, avec un sujet d'actualité avec le Covid par exemple, et là on a des veilles. Et là, on est suivi, on regarde un petit peu ce qui se fait, comment on peut faire également pour développer notre chiffre d'affaires, la vente à emporter, Uber Eats. Si j'étais seul, je n'aurais pas pu poursuivre toutes ces stratégies juridiques, marketing, ou alors il aurait fallu faire 72 heures en 24 heures. Ouais, ça, c'était pas possible. Complètement. Et donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment une structure pour vous accompagner. Ok. Et effectivement, la franchise est là pour ça. Vous disiez que vous faisiez partie d'une commission marketing. Il y a d'autres types de commissions. Donc les commissions, c'est des groupes de travail, on peut dire ça, où franchiseurs et les franchisés qui le souhaitent ou qui sont élus participent pour faire émerger de nouvelles idées, faire évoluer le concept finalement. Exactement. Donc il y a 3 types de commissions. Commission RH, c'est important aujourd'hui la RH. Parce qu'en fait, c'est bien de recruter, mais il faut aussi motiver, encourager, et puis que ça soit une bonne expérience également pour le salarié. On a une commission produit qui se réunit une fois par mois. Et là, donc, c'est vraiment travailler sur l'italianité, des nouveaux produits qu'on va sortir dans 5-6 mois. Est-ce que c'est un produit qui peut plaire à nos clients? Est-ce que c'est un produit facile à mettre en place? On fait nos pâtes à pizza, sont pas surgelées, elles sont faites maison. On a des pétrins, donc on travaille vraiment cette pâte-là. On a dernièrement on a augmenté la quantité de pâtes à pizza pour qu'on puisse bien les livrer en faisant du Uber Eats. Vous voyez, on s'adapte. Et puis, bien sûr, après la commission marketing. Dont vous faites partie. Exactement. Donc finalement, vous êtes indépendant, puisque c'est quand même vous qui êtes à la manœuvre et à la gestion. J'imagine que les compétences de gestion, elles sont importantes aussi. Vous êtes un homme du chiffre au départ, donc vous avez bien utilisé ces compétences-là, les compétences de management que vous aviez déjà expérimentées et que vous avez pu mettre en œuvre ici, et vous avez associé à ça les compétences et le savoir-faire du franchiseur, technique, logistique, etc. C'est un peu cette alliance-là qui fait le succès. Je pense. Le produit fait le succès, les hommes, les franchisés aussi, parce qu'il y a une sélection, c'est pas parce qu'on frappe à la porte de chez Delarté qu'on va être accepté. Et puis, on a aussi des bonnes pratiques qu'on échange. Donc, quand on est 200 peut-être pas 200 franchisés, 140, 150 franchisés, on échange. On a une commission annuelle qui a lieu souvent en Italie cette année, où on échange beaucoup par le biais de plénières ou autres. Donc, c'est un échange. Et puis, on a des bonnes pratiques. On peut aussi donner notre avis et il peut profiter à d'autres franchisés. Okay. Donc pour vous, les compétences essentielles pour réussir dans ce métier et en tant que franchisé, ce serait quoi? Aujourd'hui, il faut déjà être sûr du choix de vie en fait. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Au début,
J'ai passé pas mal de temps dans mon restaurant. C'était pendant les 2-3 premiers mois, j'ai perdu pas mal de poids parce que j'étais présent avant de comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, donc il faut avoir l'envie, il faut avoir aussi, comme je l'ai fait, aller voir des franchisés, des futurs collègues franchisés, pour voir un petit peu si c'est un domaine qui va nous plaire. Hein. On peut dire, tiens, c'est ça que je veux faire, et puis après, une fois qu'on est sur le terrain, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Le management, c'est pas évident non plus, donc quand on ouvre un restaurant avec 15-16 personnes dessus, il y a la partie management qui est importante. Donc si on n'est pas à l'aise, et si on n'est pas juste, on peut avoir des soucis. Alors après, l'avantage d'avoir aussi 15-16 personnes, c'est qu'on peut s'entourer de gens qui peuvent avoir ces qualités si vous ne les avez pas. Donc ça permet d'avoir vraiment un champ qui est sympa. Et puis après, c'est aussi avoir un projet, quelque chose qui soit rentable, parce que tout à l'heure on parlait de projet, c'est d'avoir le banquier de rassurer. Parce que si vous y allez avec un business plan modèle qui est trop optimiste, il va s'en rendre compte, et puis c'est pas bon pour vous. S'il est trop pessimiste, il va pas vous suivre non plus, donc il faut avoir un juste milieu. Il faut pouvoir expliquer son business plan. Exactement. Donc il faut s'entourer d'un expert comptable, donc qui vous accompagne, qui vous donne aussi les éléments pour vous suivre. Et puis une fois que vous êtes motivé, vous avez le bon business plan et que vous avez choisi la bonne franchise, normalement c'est que du plaisir. Mes deux collègues juste avant moi, on les a vus, ils avaient le sourire, ils avaient la banane, donc c'est vraiment une belle expérience. Et puis je ne le regrette pas aujourd'hui. Bon, donc la preuve, si vous continuez à ouvrir, c'est que d'un autre côté, puisqu'on parle de financement, vous êtes rentable, vous pouvez aujourd'hui vous payer, j'imagine. Vous m'avez dit, quand on a préparé un peu cette intervention, que votre femme vous avait rejoint, ce qui n'avait pas été le cas, parce qu'elle l'a pas fait dès le départ, donc vous avez avancé tranquillement, mais de manière sécurisée aussi. Exact. Donc, au début, j'ai voulu me lancer seul, parce que c'était pas... Bon, déjà, mon fils, comme il fallait passer beaucoup de temps avec, donc ma femme était pas mal prise, occupée. Et puis, il y a 2 ans, quand j'ai ouvert mon 4e restaurant, ma femme a voulu absolument me suivre. Et puis là, elle avait sa place, était légitime, parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est administratif, c'est très très long et c'est très lourd. Donc elle m'accompagne, c'est un boulot au quotidien et j'en suis très content. Et puis voilà, on est tous contents. Et puis mon fils et ma fille vont bientôt également nous aider. Bon, une belle histoire de famille. Une dernière question, puisque je l'ai posée à chacun de vos autres collègues franchisés. Le coût d'une implantation? Alors il y a 2 types d'implantation. Donc on a un terrain, on implante un délar, c'est 200 000 € en gros. La moyenne, c'est 200 000 € également d'apport personnel. Ensuite, en fonction de la personne et du projet, ça peut peut-être être un peu moins, 150 000, je ne sais pas. Et puis avec un projet à 200 000 €, vous ouvrez aujourd'hui un site qui peut faire 1,3 million, 1,4 million. D'accord. Les royalties, je ne vais pas poser aux autres, mais je pourrais vous demander. C'est 5% de royalties, 2% pour la publicité, le marketing, ce qui nous permet alors aujourd'hui on a 200 restaurants, ce qui nous permet de passer en télé, ce qui est important, de faire un peu tout ce qui est digital, de tout ce qui est cartes et de panneaux 4x3, vraiment de cibler vraiment les priorités du groupe qu'on voit en commission marketing. Donc 5 et 2, et puis il y a des droits d'entrée de 46 000 €. Ok, très bien. Mais écoutez, je pense que là, on a bien discuté tous les trois. Il y a quelques questions qui nous sont parvenues, donc je vais demander à Yannick et à Clarence de nous rejoindre en remettant le masque. Moi, je vais le garder là. Alors, il y a une question à Yannick qui est, avec votre expérience, quel serait le conseil le plus important que vous auriez à donner? Oula, je ne vous laisse pas le temps de réfléchir. En fait, je pense qu'il ne faut pas arriver avec énormément d'a priori. Et il faut faire ce que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut aller voir un maximum de franchisés et s'immerger très rapidement dans le concept pour voir si c'est vraiment ce qui est fait pour soi ou pas d'ailleurs. Parce que c'est hyper important. Il y a plein de gens qui ne vont pas forcément voir les magasins vivre en temps réel, qui ne participent pas, puis après ils peuvent vite déchanter. Et ça, c'est vraiment pour moi l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Donc cette période d'immersion chez un franchisé pour voir, moi je dis souvent la partie cachée de l'iceberg, parce que ce qu'on voit c'est toujours sympa, ou en tout cas on a envie de le voir sympa, parce que on est attiré par l'enseigne ou par l'activité, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et, un peu ce que vous disiez, finalement les personnes âgées, c'est pas aussi simple que ça au quotidien. Non, c'est pas aussi simple. Nous aussi, on fait le tour des franchisés. Ce qui est bien, c'est d'aller voir les franchisés qui sont un peu négatifs. Comme ça permet de voir tous les points négatifs et de voir si
ça reste un plus ou un moins par rapport à son choix de changement de vie. Ouais. Il y a une question pour vous aussi qui est intéressante. Elle dit, dans le secteur de service à la personne en particulier, quelles sont les questions importantes qu'il faut poser aux franchiseurs avant de se lancer dans son projet? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui vous semblent... Déjà qu'on soit bien suivi au niveau légal, c'est sûr qu'il y a un cadre légal qu'il faut bien suivre parce que le service à la personne apporte des avantages fiscaux à nos bénéficiaires. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'on est souvent accompagné sur ce domaine-là. Après, il y a beaucoup de sociétés de service à la personne, ça va être des embauches parce qu'il y a beaucoup de services à la personne, c'est pour du ménage, des auxiliaires de vie. Et là, je sais que moi, j'ai sympathisé avec des personnes de mon secteur de société de service à la personne. Et eux, c'est vraiment l'accompagnement en termes d'embauche de personnel qui est le plus compliqué. Et la gestion du personnel qui est compliquée. Ce qui n'est pas notre domaine d'activité. Nous, on n'a pas ce genre de problème parce qu'on n'a pas d'embauche de femmes de ménage, d'auxiliaires de vie. Donc, c'est moins compliqué. C'est un domaine un petit peu moins compliqué. Mais je sais que tout ce qui va être ménage... Là, je sais que mes collègues, ils ont besoin d'être accompagnés dans tout ce qui est management et gestion du personnel, des litiges qu'il peut y avoir, du prud'homme. Et ça, la législation sociale, c'est très compliqué. C'est assez lourd. Et effectivement, dans les services à la personne classiques, on va dire, pas comme vous, le chiffre d'affaires, on ne peut que l'augmenter qu'en ayant plus de salariés, plus de personnel. Il faut choisir, il faut gérer et il faut gérer les coûts. Ok, donc ça, c'est important. Une question qui peut être pour vous deux, mais vous avez peut-être un petit peu plus d'expérience, José. Est-ce que c'est difficile de gérer plusieurs sites en même temps? La première fois, c'est de rassurer les aides banquiers pour qu'ils puissent vous suivre pour le deuxième. Et puis, alors moi, j'avais mis en place déjà une équipe, quand j'ai su que j'allais avoir mon deuxième restaurant, j'avais mis en place une équipe de management qui allait m'accompagner, qui était formée déjà. Donc les deux restaurants n'étaient pas très loin. Et donc j'ai pu m'épauler. Donc vraiment, c'est l'accompagnement, c'est des gens de confiance dans le management. Et aujourd'hui, j'ai des directeurs qui peuvent être multisites et qui m'accompagnent. Et puis, comme on fait grandir les gens, parce que j'ai grandi chez McDo, j'essaie de faire la même chose chez Delarte en faisant grandir les gens qui aujourd'hui font des formations pour être manager d'unité commerciale. Donc, j'en ai déjà deux en cours. J'en ai déjà eu une qui est aujourd'hui adjointe de direction et j'essaie de les faire grandir comme ça. Toujours bien d'avoir une vision et de dire, bah voilà, je ne suis pas simple serveur, je peux également avoir mon histoire dans ce restaurant. Et donc voilà, donc c'est vraiment bien s'entourer. J'en ai pas souffert, ça a été assez facile, j'ai pas eu de complications. Alors peut-être que les premiers mois, on dit, il faut que je sois sur le premier restaurant, sur le deuxième, il faut que j'accompagne. Les clients du premier disaient, il est où José, il n'est plus là, on ne voit plus, ils vont, bon, il est sur l'autre site. Donc voilà, après une fois que l'équipe est bien en place, et c'est beaucoup plus facile parce qu'en l'espace de 5-6 ans, j'ai pu ouvrir 5 restaurants en 7 ans. Donc voilà. Ça veut dire que vous êtes bien entouré, en tout cas vous savez déléguer aussi, parce que c'est ça aussi, pas forcément évident pour tout le monde. On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Donc là, on est obligé d'apprendre à déléguer. Seul, on peut être sur le terrain, on peut aller voir les clients, on peut tout faire, on peut encaisser, on peut aller faire des courses, on peut aller en cuisine. C'est d'ailleurs aussi une force aussi des là, c'est qu'il y a une polyvalence. Mais si on ne sait pas déléguer, on ne grandit pas, et puis d'ailleurs on prend pas de recul. Et c'est important de pouvoir l'apprendre. Donc chez Della, on a la chance d'avoir des formations aussi où on peut faire grandir les gens. C'est ce qui nous accompagne aussi. Et donc voilà. Donc non, j'ai pas souffert, en tout cas, j'en ai peut-être un peu se remettre en cause pendant 1 ou 2 mois, mais après ça a été assez facile. José, un mot là-dessus aussi, puisque vous expérimentez le multi-franchisé. Moi, c'est exactement ce que je vis aujourd'hui. Donc, en fait, il faut savoir déléguer et puis savoir bien s'entourer et avoir vraiment des personnes de confiance pour dormir tranquille aussi la nuit parce que les journées sont courtes et du coup, c'est important de faire monter en compétence les gens et leur faire comprendre que vous êtes là aussi pour les aider et pas être que dans le jugement en fait et bien les accompagner au quotidien dans tout ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment primordial parce qu'on ne peut pas se dire je vais ouvrir plusieurs magasins si derrière on n'a pas mis en place des équipes humaines et des gens dans lesquels vous avez une totale confiance. C'est impossible. Et j'imagine que votre franchiseur vous observe aussi et repère chez vous les qualités nécessaires pour ouvrir un multisite. Il ne prendrait pas le risque de vous permettre d'ouvrir un deuxième site s'il ne vous sent pas capable justement de ces compétences qu'on vient de décrire. Mais écoutez, je pense qu'on est arrivé au
au bout du live. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus témoigner à la FFF de votre expérience. C'était très intéressant, je pense en tout cas. Je remercie aussi tous les internautes de nous avoir suivis et pour ceux qui nous ont suivis au cours de ces 3 matinées, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Franchise Expo Online, donc du 26 au 28 octobre, où vous pouvez prendre dès à présent maintenant rendez-vous sur la plateforme avec les enseignes qui vous intéressent. Vous pourrez conclure des rendez-vous, discuter, prendre des rendez-vous plus tard avec les franchiseurs et comme ça continuer à prospecter et construire votre projet de franchise. La FFF est aussi présente sur la plateforme Franchise Expo Online et si vous voulez d'autres renseignements, on sera bien entendu à votre disposition. Merci à tous, bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.